Bonjour Hamza. Salut Thierry, comment ça va? Eh ben écoute, je vais bien, je te remercie. J'espère qu'il en est de même pour toi et pour nos amis qui nous regardent en ce moment. Bonjour les amis, ouais, j'espère que tout le monde va bien. Alors ça fait longtemps qu'on n'a pas fait d'émission, on a eu des problèmes techniques, on espère vraiment que ça va bien se passer cette fois-ci. Ouais. De quoi on parle aujourd'hui Thierry? Alors, eh bien justement, aujourd'hui on va parler de comment remotiver une équipe en 3 étapes simples. Alors ça c'est super important Thierry, parce que tu as raison, hein, c'est donc le sujet de l'émission. Moi, je pars du principe que quand on devient manager, il y a personne qui nous forme vraiment au management. On nous balance un peu comme ça, comme si c'était une promotion, et nous dit, bon, maintenant, tu vas devenir manager, tu vas devenir responsable d'une équipe. Ouais. Alors que ce soit une personne ou 15 personnes, on s'en fiche. Mais en tout cas, on nous jette souvent dans le truc. Puis on a souvent une idée un peu fantasmique du manager. On pense que c'est un super-héros avec plein de pouvoirs, qu'il est très bien payé, qu'il est toujours relax. On a un peu ce stéréotype du leader qui doit être absolument parfait sur tous les points de vue. Donc on a une façade un petit peu, et puis petit à petit on s'aperçoit que finalement les gens ils sont pas là pour nous servir vraiment. En fait, ils sont pas là et ils peuvent être démotivés. Et puis on commence à s'apercevoir qu'il y a des gens qui démissionnent, qui sont pas contents. Il y a des gens, il y a des attitudes négatives. Des fois, il y a un environnement un peu palpable négatif. Il y a des gens qui arrivent en retard. Il y a plein de choses. Et puis on se trouve confronté à plein de challenges. En fait, nos premiers challenges de manager. Le problème, c'est que personne nous apprend à manager. Et ça, c'est quelque chose dont j'ai personnellement souffert pendant des années. J'ai perdu des gens magnifiques qui sont partis parce que j'ai pas su les garder. J'ai perdu, j'ai mal managé des personnes qui n'ont pas pu réussir à se motiver pour avoir de bons résultats. D'accord. Alors, bien sûr, tout le monde doit être gardé dans une équipe. Hein. Si c'est pas le bon job pour eux, il vaut mieux qu'ils partent, c'est sûr. Mais dans tous les cas, il y a eu un événement dans ma vie que je voudrais partager aujourd'hui, Thierry. L'événement dans ma vie, c'est que, justement, j'avais des gros problèmes avec mon équipe, ils arrivaient en retard, les personnes arrivaient à ses objectifs, j'étais là, je me disais, mais c'est pas possible, pourtant je les paye bien, pourtant je leur donne ça, pourtant je suis gentil, pourtant ci, pourtant ça, mais rien à faire. J'ai discuté avec eux, j'ai mis des warnings, j'ai mis des emails, j'ai fait des speeches de motivation, j'ai tout fait. Et j'étais là avec mes livres, avec ma machin. Enfin, j'ai toujours, depuis que je suis manager, j'étudie le management. Et ça marchait pas. Alors, j'ai fait appel à une coach en Angleterre. Et j'ai dit, voilà, ils font ci, ils font ça, ils font ci, ils font ça, ils font ci. Et puis alors, j'aurais dit de faire ci, et puis ils font même pas ça. Et puis je me plains comme ça, tu sais. Et puis elle me dit, d'accord. Je peux te poser une question? Ouais, bien sûr. C'est qui vos clients? C'est qui tes clients à toi? Et puis je lui dis, on a des clients dans le service bancaire, dans le secteur bancaire, dans le gouvernement. Puis elle me dit, non, ça c'est les clients de tes employés. Mais toi, c'est qui tes clients? Je comprends pas la question. Qui c'est qui t'apporte de l'argent? Qui c'est qui paye ton salaire? C'est grâce à qui? C'est nos clients. Enfin, c'est les clients de... Ah non, parce que si t'enlevais tes employés, t'as plus autant d'argent, c'est moins qu'on puisse dire, et puis surtout t'as plus de clients, d'accord? Ils les reprendraient, ils iraient ailleurs, et puis ils rappelleraient leurs clients, d'accord? Parce que c'est un peu leurs clients, c'est la relation qu'ils ont avec eux, d'accord? Toi, tes clients, c'est tes employés. Alors dis-moi, si c'était des clients qui arrivent en retard, qui tenaient pas parole, qui atteignent l'objectif, etc., est-ce que tu les traiterais de la bonne façon? Et là, Thierry, j'ai reculé comme ça, j'ai dû me poser un peu parce que j'ai dit, waouh, c'était une grosse claque. Ouais. Je me suis aperçu qu'en fait, effectivement, je les traitais plutôt comme des enfants, d'une manière adulte, bien sûr, mais un peu comme des enfants. C'est-à-dire que j'attendais à ce qu'ils fassent ça parce qu'ils étaient payés pour ça. Et c'est comme ça, et c'est les règles. Et plus tard, j'ai réalisé que c'était un peu comme ça qu'on avait aussi notre système éducatif.
On nous dit, on fait comme ça et c'est tout. On a des règles, des points barres. Tu arrives à telle heure, tu t'assieds comme ça et tu fais ça et tu as un entretien, un examen et tu dois apprendre ces informations pour pouvoir les ressortir. Et c'est comme ça. Et en fait, la seule façon qu'on a de l'autorité, vraiment en dehors de notre famille, c'est ce professeur de l'ancien temps. Dans certains pays ça a changé, dans certains pays ça change pas beaucoup. Ce professeur dans l'ancien temps, ou c'est ce règlement, ces écoles qui sont super rigides. Et c'est comme ça un petit peu qu'on va être influencé par ça, tu vois. D'accord. Donc que ce soit les films qu'on regarde, tu sais, où le manager il crie sur tout le monde et les employés ils sont OK sir, OK d'accord, mais bien sûr absolument. Et on a une vision totalement fausse. Et cette coach, Nikki, m'a posé une question, elle m'a dit « Hamza, qui sont tes clients? Qui sont tes clients ?» Et quand j'ai réalisé que c'était eux mes clients, que c'était grâce à eux que j'ai été manager, que c'était grâce à eux que j'avais cette société, que c'était grâce à leur travail, que tout se passait en fait, qu'on avait ces clients, qu'on avait des paiements, j'ai changé d'attitude. D'accord. J'ai commencé à me dire, mais c'est mes clients, je dois les garder, ils doivent être contents, parce que sinon ils vont voir ailleurs. Moi, je ne suis qu'un fournisseur de services, comme tant d'autres. Et un fournisseur de job, il y en a plein. donc en fait, j'ai commencé à réaliser, oulala, moi je suis fou, moi. Il faut absolument que je change. Et c'est là que les choses, elles ont un petit peu changé. Et j'ai plus tard réalisé qu'en fait, du leadership, un leader, c'est être au service des autres. C'est pas que les autres soient à votre service, à ton service, c'est vraiment être au service des autres. C'est vraiment être au service des autres. Et ça, c'est vraiment très important. Alors du coup, j'ai une autre question. Qu'est-ce qu'être heureux au travail? La satisfaction au travail, c'est quoi? Parce que finalement, tu sais, le fait est que comme personne ne définit ça, on va définir ça avec un bon salaire, des bonnes horaires de travail, des bons collègues, un bon manager. Mais un bon, ça veut dire quoi? Des bonnes, ça veut dire quoi? Moi, j'ai été très heureux au travail pendant toutes mes années. Toutes mes années dans mes carrières, mais souvent, je travaille beaucoup. Parce que j'aime ça, pas parce que je suis obligé. Parce que j'aime, je kiffe, c'est une addiction. J'ai vraiment un problème, mais dans le bon sens. Mais le fait est que c'est quoi les bonnes heures, le bon emploi, la bonne entreprise, ça n'existe pas, c'est très subjectif tout ça. Donc en fait, qu'est-ce qu'être heureux au travail? Il y a un livre qui s'appelle Drive de Dan Pink, qui est un best-seller, que je vous recommande. Il est un peu je vous recommande, voilà, pas non plus, c'est pas la fin du monde, si vous le lisez pas, il est un peu dur à lire parce qu'il y a plein d'études, etc., etc. Mais en tout cas, je vais vous le résumer. Ça, c'est la bonne chose de nos émissions. C'est, en fait, drive, c'est ce qui nous drive us, hein, donc c'est ce qui nous motive. Qu'est-ce qui fait que les gens sont satisfaits au travail et qui sont motivés au travail? Parce que c'est là que tout change. Les résultats changent quand les gens sont vraiment satisfaits, qu'ils ont envie de garder leur travail, qu'ils ont envie de réussir, qu'ils ont envie de faire l'extra kilomètre. D'accord? Ouais. Eh ben, Dan Pink, il réalise que c'est Autonomy, Mastery and Purpose. Donc, autonomie, c'est le contrôle de ce qu'on fait et de comment on le fait. D'accord? Le contrôle de ce qu'on fait et de comment on le fait. Sans avoir un manager qui va venir un petit peu te souffler à la nuque et qui va dire non, tu fais pas comme ça. Non, c'est pas. Attends, c'est pas comme ça. Attends, je te montre. Pas bien. D'accord. Ça, l'autonomie, c'est le fait de se sentir entre guillemets libre. C'est ce qui fait qu'on va avoir, tu vois, cette sensation, justement, d'indépendance, de liberté. Est-ce que ça fait du sens, Thierry? Oui, bien sûr. Et super. Je checkais juste si t'étais encore. J'avais un petit peu peur. Alors, comme on a eu des coupures avant, tu sais. Alors, le deuxième point, c'est mastery. Et mastery, ce qu'il appelle mastery, en fait, c'est l'expertise. Les gens ont envie, tout le monde a envie d'être stimulé intellectuellement par des vrais challenges. Des challenges qui font que, en fait, on a l'impression d'en savoir de plus en plus. Un peu comme quand on joue à un jeu, que ce soit les échecs, un jeu vidéo, peu importe. Plus on joue, plus on devient meilleur. Et plus on devient meilleur, et plus on est motivé à jouer. C'est incroyable, hein? Oui. La motivation, c'est le progrès. Quand on progresse, quand la situation
évolue dans le bon sens, on est motivé. Donc effectivement, quand notre expertise progresse, Dan Pink qui nous dit que d'après toutes ces expérimentations, ces sondages, etc., il a réalisé que ça faisait partie des 3 points qui permettaient aux gens d'être motivés, d'être satisfaits de leur travail et du coup vraiment contents de se lever le matin. D'accord. Et le troisième et enfin, c'est un sentiment de purpose, de utilité. Autre que je fais du boulot, je vais au boulot pour payer mes factures parce que j'ai un crédit et parce qu'il faut que je nourrisse ma famille. D'avoir un but au-delà de ça, c'est-à-dire à quoi ça sert, autre que ça. À qui ça sert, autre que l'aspect financier. À qui ça sert mon travail, mes tâches au quotidien, mes responsabilités, mes challenges, les emails que je fais, les coups de fil que je fais, les rapports. À qui ça sert vraiment? Est-ce que ça vaut le coup? Quand on s'est aperçu que quand les gens étaient, les employés, les personnes étaient au courant de l'impact que ça créait pour une personne ou pour un groupe de personnes, alors que ce soit des clients, des fournisseurs, des collègues en interne, des supérieurs, etc., que tout changeait. Tu vois, je te donne un exemple. D'accord. Tu prends une secrétaire. Ouais. Le but des personnes en support comme ça, dans l'administration, c'est souvent dégager du temps pour les personnes au-dessus. Pour les personnes qu'elles servent, tu vois. Les personnes, donc la secrétaire, elle a un client. Le client de cette secrétaire, c'est vraiment la personne qu'elle sert. Et son but à elle, c'est vraiment que cette personne puisse dégager plus de temps. Donc elle va filtrer les appels, elle va filtrer les emails, elle va faire en sorte qu'elle va synthétiser les choses, elle va lire les gros contrats, puis elle va surligner les gros points où l'exécutif va devoir prendre une décision, pour pas qu'il se tape 15 pages de contrat, parce que son temps est très important. Et donc, quand elle va comprendre ça, cette personne, et que l'exécutif va lui dire, mais c'est le jour et la nuit, j'ai de plus en plus de temps à m'atteler aux tâches importantes, à passer du temps ici, à faire ce qui est mieux pour la société, grâce à toi. C'est grâce à toi. Quand tu vois, l'exécutif va lui faire sentir un sense of purpose, un but autre que l'aspect financier de son travail, eh bien, c'est là que la personne va se sentir motivée. Il y a une raison. En gros, Dan Pink, ce qu'il dit, c'est qu'il y a 3 niveaux de motivation. Il y a la motivation 1.0, d'accord? Donc, 1.0, qui est la motivation de survie. Il faut que j'ai un salaire, il faut que j'ai un job. Ça, oui, effectivement, faut vivre. et les gens, vont essayer de garder leur travail, etc. Par contre, le problème de ça, c'est que s'il y a quelqu'un qui paye mieux, il s'en va direct. Il y a aucun problème. Il y réfléchira même pas 2 fois. D'accord? Le deuxième type de motivation, c'est la motivation 2.0. Et la motivation 2.0, c'est des rewards, donc des récompenses et des punitions. Donc, comme les animaux. Quand on a envie d'éduquer, par exemple, de dresser un chien, on va soit lui donner, un good boy, lui donner quelque chose à manger quand il fait des choses bien, qu'on a envie de renforcer ce comportement, ou alors on va le punir, on va lui dire etc., etc. Et ça, c'est un petit peu ce qui se passe à peu près dans plein de sociétés. C'est-à-dire que la majorité des personnes vont avoir ce sentiment de praise punishment, reward punishment, ok? D'accord. Et ce qui se passe avec ça, c'est que, t'as vu, on n'a toujours pas défini le but. À quoi ça sert finalement que je fasse tout ça? Juste qu'ils me disent c'est bien ou c'est pas bien. Donc en fait, le dernier niveau de motivation, c'est une motivation intrinsèque, c'est en interne. C'est quand on sait que, waouh, ce qu'on est en train de faire, ça compte pour nous. Mais que personne va nous la donner, cette motivation. On va être motivé en interne parce que ça vaut le coup. Tu travailles avec des distributeurs d'équipements médicaux. Tu vois, si j'étais responsable des ventes, d'une équipe de vente, ce que je dirais à ces distributeurs, c'est à mes vendeurs, c'est à chaque vente que vous faites, vous sauvez des centaines et des centaines et des centaines de vies. Si c'est l'appareil médical dont on parle, hein, bien sûr. Bien sûr. Tu comprends? Oui. Je connecterai
le but de leur job, de tout ce qu'ils font, de tout ce qu'ils souffrent pour y arriver, je le connecterai à quelque chose de beaucoup plus grand, qui est réel, qui est pas vrai. C'est pas des bêtises, d'accord? C'est la vérité. Ainsi, c'est ainsi, d'accord? Et c'est vraiment cette motivation en interne. Tu sais, quand un professeur à l'école, lui, son but, c'est il a personne pour le motiver. Lui, son but, c'est que les enfants, ils s'en sortent, que sa classe, c'est un tremplin, c'est que il donne de la joie, il crée du succès, il ouvre des possibilités. Quand il voit le progrès, tu te rappelles, on avait dit, motivation égale progrès. Quand il voit le progrès chez ses étudiants, c'est là qu'il est motivé. C'est vraiment là qu'il est motivé. Donc, il faut se rappeler Autonomy, Mastery and Purpose. Maintenant, la question qu'on va se poser, c'est de quoi sont-ils insatisfaits? Et tu sais, on s'aperçoit que le cerveau humain, Thierry, est toujours insatisfait de quelque chose. Il lui faut un challenge. Il lui faut quelque chose qui n'est pas tout à fait réglé, qui le frustre et qui va un petit peu... Alors, tu vois, quand j'ai commencé à prendre en compte tout ce qu'on vient de se dire, j'ai commencé à être un petit peu le baba cool, le manager baba cool. Donc, ouais, t'inquiète, c'est pas grave, je sais que tu fais de ton mieux, et c'est pas grave, hein, c'est juste des targets, c'est juste des objectifs, hein. Écoute, l'important c'est que t'es heureux. T'inquiète pas, t'es en retard, c'est pas grave, écoute, t'essayes de pas être en retard, c'est pas grave, t'inquiète pas. Et j'ai réalisé qu'en fait, d'un seul coup, ce laxisme de gentil manager, il marchait pas du tout. Parce qu'en fait, les personnes, elles devaient être dissatisfaites de quelque chose. Soit tu leur donnais toi-même un élément d'insatisfaction, d'insatisfaction, soit elles le trouvaient elles-mêmes. Et donc, il fallait qu'il y ait un challenge dans leur esprit humain. Et ça, c'est normal. Ça, c'est complètement normal. Donc, en fait, quand il n'y avait pas de challenge par rapport à ci ou ça, il y avait des challenges entre eux. Il y avait des challenges avec le boss. Il y avait des challenges avec l'environnement. Il y avait des challenges avec les règles de l'entreprise. Parce que, si tu veux, l'esprit humain est fait comme ça. Donc, ce qu'il faut essayer de faire, c'est transformer ces challenges, ou du moins transitionner ces challenges, shifter ces challenges dans un challenge d'entreprise. Parce que c'est ça qu'on recherche. On recherche des gens qui sont challengés, mais par les bonnes choses. Si leur travail n'a pas de but en soi, qui n'a pas d'impact vraiment, à quoi ça sert finalement, à part gagner un peu d'argent, à qui ça sert, tout le monde s'en fout, eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont commencer à se challenger avec alors, t'as vu la boîte où on est, t'as vu, c'est pas très bien, t'as vu l'autre il est parti, c'est génial, et petit à petit on va être insatisfait, avec l'environnement de travail, le management, etc. L'esprit humain est comme ça. Donc l'important c'est pas d'essayer d'enlever toute forme d'insatisfaction comme ce que j'ai essayé de faire. T'inquiète pas, parce que là ça part dans tous les sens. Mais c'est d'essayer, si tu veux, Thierry, de faire en sorte que le vrai point d'insatisfaction, c'est un point qui sert à la société. Le vrai débat, c'est pas un débat de qui a gagné, d'accord, comme on voit souvent à la télé. C'est un débat qui sert vraiment à la société. C'est un débat où on se pose vraiment les bonnes questions parce que ça sert pour les autres, pour les gens. D'accord? Au-delà d'un débat d'idées, de qui a raison, c'est plutôt, mais sur tu vois, comment on peut vraiment faire en sorte que ça aide les gens, Et ça, c'est super, super important de permettre l'insatisfaction. Un challenge lié au travail. Ça, c'est super important. Tu te rappelles, Thierry, on a dit qui sont nos clients. On a déterminé que nos clients, c'était notre équipe. Fondamentalement, chaque personne qui fait un travail doit avoir un ou plusieurs clients. C'est comme ça qu'on va avoir un sense of purpose, un but au-delà, une mission, si tu veux, au-delà de notre juste travail pour gagner de l'argent, d'accord, ou travail parce que c'est notre job. Le sense of purpose, c'est qui on sert. L'épanouissement, la définition même de l'épanouissement au travail, c'est servir
son prochain. Et donc, quand on ne sait pas qui est-ce qu'on sert, quand cette même secrétaire, on lui dit jamais bien, pas bien, on n'a pas de mesure, on ne sait pas comment... En fait, tu sais, eh ben, elle perd le nord et elle ne sait pas pourquoi elle fait ça finalement. D'accord. Et on se pose des questions, est-ce qu'on a envie vraiment de continuer à faire ça? Et moi, j'ai des clients souvent, Thierry, qui sont un petit peu dans une situation où ils ont envie de changer ce qu'ils font, alors qu'en fait, on réalise que c'est un problème de management. C'est un problème de réalisation que ce qu'ils font, c'est important. De communication. Oui. Et donc, il y a 3 choses qui vont permettre à une personne d'être satisfaite au travail, d'être motivée au travail. Et ça, c'est les 3 étapes dont on veut parler, Thierry. D'accord? N'hésitez pas, les amis, si vous avez des questions, posez-les en commentaire sur Facebook. Oui. Et Thierry va en parler. D'accord? La première étape, c'est d'abord tacler ce qu'on appelle l'anonymat. L'anonymat, ça veut dire quoi? Est-ce que tu connais ton équipe? Est-ce que tu connais les membres de ton équipe? Alors, si tu dis ça à n'importe quel manager, ils vont te dire, bien sûr, je connais. Et ils vont faire exactement ça. Ils vont te dire vraiment le B.A.-ba, d'accord, le basique, le superficiel de leur vie personnelle. Et après, ils vont switcher à leur profil d'expérience, profil professionnel. D'accord? Donc, vas-y, tu connais un tel? Ouais, bien sûr, vas-y, qu'est-ce que tu sais d'elle? Bah, elle est mariée, elle a 1 ou 2 enfants, je crois. Elle a à peu près, avant de travailler pour nous, elle était chez Boom, Switch, professionnel. Et là, tu vas challenger la personne, tu vas dire, attends, quand tu dis elle a 1 ou 2 enfants, ils s'appellent comment? Ils ont quel âge? Ils vont à l'école privée, publique? C'est quoi leur projet? Et c'est quand leur anniversaire? Ça compte pour ces gens-là. Tu vois, pour cet employé-là, oui, que quelqu'un ne se fiche pas complètement de sa vie à elle, que quelqu'un s'y intéresse un petit peu. Alors attention, il y a une différence entre faire copain-copain, rentrer dans l'intime, tu sais, le counseling. Donc, tu as des problèmes avec ton copain, tu as des problèmes avec ta femme, dis-moi qu'est-ce qui se passe. Ça, mais c'est hors de question. D'accord? Ce n'est pas le but et le rôle du manager. Le rôle, par contre, du manager, c'est de savoir des choses qui impactent la vie de cette personne. De vraiment approfondir. Tu sais, un endroit comme Dubaï, on est très multiculturel. Il y a des gens d'à peu près partout. Tu vois, une des choses que je faisais, par exemple, j'avais des personnes, personnes d'Europe, d'Inde, de Philippines, enfin un peu partout qui travaillaient avec moi, de la région aussi. Et tu sais, l'une des choses que je faisais, par exemple, c'est que quand il y avait un typhon sur les Philippines, j'allais en parler avec cette personne. Quand le boxeur philippin allait en finale pour essayer de remporter un titre mondial, j'en parlais. Quand il y avait des élections, j'en parlais avec eux, parce que je voulais vraiment qu'elles sachent que ça m'intéresse honnêtement ce qui se passe dans leur vie à elles. Je connaissais leurs enfants, quels âges ils avaient, et j'étais même content de voir des photos. Et je posais la question, c'est les examens en ce moment, non? Ah ouais, et alors comment ça s'est passé? Ah, exactement, tu t'en es rappelé. C'est pas son anniversaire en avril? Waouh, tu t'en es rappelé. C'est ce genre de choses qui petit à petit fait que on s'est connus, on a développé une forme d'amitié, mais de respect mutuel. Parce que finalement, cette barrière qu'on se pose avec l'employé en disant il faut pas qu'il voit que je suis faible, il faut pas que je sois son ami, il faut pas que... C'est fantasmique, c'est un stéréotype, ça n'existe pas, c'est des humains. Tant que les personnes font un super travail, qu'elles sont super bien, tu as intérêt d'apprendre à les connaître et tu as intérêt aussi, toi, à t'ouvrir à elles. C'est-à-dire que des fois, Thierry, moi, je disais, pour essayer de faire en sorte que l'anonymat, il soit pas des deux côtés, mais qu'il soit d'un seul côté, enfin, qu'il soit d'aucun côté, pardon, c'est que je leur disais, ma femme est enceinte, on vient d'avoir un bébé, elle a tel âge, on part dans tel pays, je leur disais, les amis, je suis inquiet un petit peu, j'arrive pas trop à dormir en ce moment, je stresse un peu parce qu'on n'a pas beaucoup de cash flow. Ça va passer, j'espère, mais c'est juste pour que vous sachiez,
si je suis un petit peu fatigué, tout ça, c'est à cause de ça. Donc en fait, je m'ouvrais aussi à eux, d'accord? Et ça, c'est quelque chose d'important. C'est vraiment quelque chose d'important, de casser cet anonymat, cette connaissance superficielle de la personne, d'accord? Si, je le connais, ouais, il est marié, il habite, je crois qu'il habite à Marina, il a toujours travaillé dans le retail, ouais. Non, tu connais pas. Il sait quoi, son sport favori? Il passe comment ses week-ends? Sa destination, il a envie de partir où en vacances la prochaine fois? Ben, tu vois, c'est ça, c'est d'avoir ce sentiment qu'on compte à l'intérieur de la société. Étape numéro 2, la pertinence. Tu te rappelles, je sais pas si vous vous rappelez les amis, hein, on a dit que l'étape numéro 1, c'est d'arrêter cet anonymat superficiel qu'on crée, sans vraiment vouloir s'ouvrir à son équipe, sans vraiment connaître notre équipe, sans vraiment faire attention à ce qui est important pour eux, les connaître vraiment autant qu'on peut, hein, qu'on le peut. Vraiment, en fait, la satisfaction au travail, on a dit que c'était quelque chose qui passait forcément par le fait que on existait, on n'était pas juste un nombre, un employé, on est remplaçable. C'est ce qu'on entend des fois, hein, les managers qui sont un petit peu faibles, ils disent à leurs employés qu'ils sont remplaçables, Ben non, chaque personne est tellement unique. Il y a personne qui est exactement comme vous, les amis. Donc, faut pas écouter ce genre de sottises. Vous êtes pas remplaçable, vous êtes changeable et rien ne sera jamais comme vous le faites. Vous êtes unique dans votre façon de faire les choses. Donc ça, c'est important. Et souvent, c'est vraiment cet aspect anonymat. On fait pas trop attention à nous. On ne connaît pas vraiment, etc., qui crée justement ce feeling qu'on n'existe pas, quoi. Le deuxième, c'est la pertinence. À quoi et à qui sert le job de chacun? À quoi et à qui sert le job qu'on fait? Ben oui, parce que on a dit qu'effectivement, il nous fallait un sense of purpose. Il nous fallait une mission, un but qui dépassait le job. À quoi ça sert? On a dit que l'épanouissement même au travail, c'était être au service des autres. C'était impacter la vie des autres. Et ben, quand on commence à poser une question à notre équipe et qu'on commence à dire, bon, toi, c'est qui ton client? Toi, qui est-ce que tu sers? Quel est ton customer? Eh ben, c'est à ce moment-là que les gens vont commencer à dire, ah d'accord, donc lui, en fait, sans lui, il ferait pas ça. Sans elle, eux tous, ils auraient pas ça. Et c'est là que tout commence à s'imbriquer. Tout commence à s'imbriquer et qu'on réalise tous qu'on est dans un même bateau. Et que s'il y en a un que tout le monde rame et qu'il y en a un qui rame pas, ben que ça impacte tout. C'est seulement là qu'on réalise tout ça. Et ben ça, c'est le but de poser la question, qui est ton client? Qui est-ce que tu sers? L'épanouissement passe par le service des autres, le service aux autres, d'accord? C'est au-delà du job que chacun fait. Pourquoi on le fait? Le but de tout ça, c'est quoi? À quoi ça sert? Et ça signifie quoi pour qui? D'accord? Ça, c'est vraiment l'étape numéro 2. Quand les personnes sont vraiment conscientes qu'elles ont effectivement une ou plusieurs personnes qu'elles servent, que sans elles, cette personne ou ces personnes ne pourraient pas faire leur travail correctement. Elles ne pourraient pas servir les autres correctement. Eh bien, quand on arrive à comprendre qu'on est dans un travail où on sert, et on sert pas forcément le manager. En fait, dans la majorité des cas, on ne sert pas le manager. Dans la majorité des cas, le manager a souvent un rôle de client deuxième degré. D'accord? À part dans des fonctions de support direct. Si j'ai une secrétaire, effectivement, je serai son premier client. D'accord? Mais si je suis un commercial, mon premier client, ce que je sers, c'est mes clients. C'est les sociétés à l'extérieur. Mon manager, ce qu'il veut de moi, des rapports, etc., c'est secondaire. Et surtout, s'il veut des rapports où je comprends pas le but, c'est juste pour m'embêter, me saouler, si je comprends pas le but, ça va me démotiver à chaque fois qu'il me demande des rapports. Si par contre, ces rapports sont pour moi, pour m'aider, et là, je vais parler de l'étape numéro 3, c'est là que tout change. L'étape numéro 3, c'est l'immesurabilité. L'immesurabilité, qu'est-ce qu'il mesure?
kill, c'est les employés. Les membres de votre équipe, qu'est-ce qu'ils mesurent? Alors, on laisse la mesure des performances au RH, au manager, etc. Mais non! Quand on joue à un jeu qui nous plaît, on compte les points. On garde le score quand on joue à un sport qui nous plaît. On garde le score en tête parce qu'on a envie de réussir. Ne pas mesurer, ne pas se mesurer, c'est ne pas jouer. Est-ce que vous avez déjà joué avec quelqu'un qui s'en fichait de qui gagnait, qui perdait, qui avait, peu importe, savait jamais où est-ce qu'on en était dans le jeu, hein? Il savait pas qui gagnait, qui perdait, et ça n'importait pas. C'est horrible de jouer avec une personne comme ça. Ouais. C'est absolument horrible. Et ce qui est très important, c'est que quand on comprend que à quoi sert le job qu'on fait, en fait, à qui et à quoi sert le job qu'on fait, eh bien, à ce moment-là, il faut pouvoir le mesurer, mais pas à vous de le mesurer, c'est à eux de le mesurer, parce que si c'est eux qui jouent, vous vous rappelez, je vous ai dit que l'esprit humain, il est insatisfait par nature. Il faut toujours qu'il ait son challenge. Ben, c'est là qu'il va commencer à mesurer et qui donc va avoir son challenge. Quand on est en train de jouer, on est motivé par une partie de foot ou d'échecs ou peu importe, eh bien, ce qui nous motive, c'est le score, c'est le fait qu'on peut y arriver, qu'on peut gagner, qu'on peut progresser. Vous vous rappelez, motivation égale progrès. C'est à eux de mesurer. Et à la base de la base, c'est à eux d'identifier l'unité de mesure, les KPIs, les Key Performance Indicators, qui, les indicateurs de performance, qui seraient à même de mesurer l'impact qu'ils ont sur les autres, leurs clients, entre guillemets. D'accord? Le but de leur travail. Eh ben, par exemple, un serveur, si je devais le mesurer, un serveur, ben, tu sais, ce serait par les pourboires qu'il a, par exemple. Oui. Si je devais mesurer une équipe de serveurs, je mesurerais de semaine en semaine l'état de pourboire. Parce que ça m'aiderait à comprendre le niveau de satisfaction des clients. Parce que dire aux clients si t'es content, pas content, c'est pas vraiment. Et tu vois, quand on commence à trouver effectivement les vrais indicateurs de performance qui comptent pour les autres, ben c'est seulement là qu'on est en train de faire une partie, qu'on est en train de jouer, qu'on est en train de progresser. C'est seulement là qu'on est stimulé intellectuellement et qu'on est en train d'augmenter notre expertise. Quand on nous laisse autonomie, mastery and purpose, autonomie, expertise et le but, le sens de tout ça. D'accord? Et le problème des sociétés et des managers, et moi j'étais coupable de ça, c'est qu'on utilise ce que nos anciens managers ont utilisé sur nous. Alors on dit, bah, pour ce job-là, on mesure ça, ça, ça et ça. Ouais, mais non, pas forcément. Pourquoi ce seraient ces indicateurs de performance? Et souvent, on perd les gens dans les indicateurs de performance parce qu'il n'y a pas de corrélation entre l'indicateur de performance ou l'unité de mesure, ce qu'on mesure chez la personne, et l'impact qu'elle crée chez leurs clients. Alors, je prends le mot client dans le sens large. C'est la personne qu'elle serve ou le groupe de personnes qu'elle serve. Il faut qu'il y ait un impact, il faut qu'il y ait une corrélation. Il faut qu'il y ait une corrélation entre les deux. Seulement là, la personne, elle va jouer. Et seulement là, elle va voir qu'elle va pouvoir progresser. Ça motive. Seulement là, elle va voir que plus elle a de feedback de ta part, toi le manager, de formation, de retour, si tu veux, d'expérience, et plus elle va commencer à améliorer ses résultats parce qu'elle le mesure. Elle va voir qu'en fait, ces rapports, c'est pas toi qui va aller un petit peu voir ce qu'elle fait, hein, regarder le système, la surveiller, prendre des notes, etc. Tout simplement, on dit autonomy, mastery and purpose. Donc, l'autonomie de la personne, c'est de pouvoir le faire elle-même. Et tu sais, si moi j'étais dans un cas de figure où je reprenais une équipe qui performait pas, j'expliquerais ces 3 étapes. Et je voudrais être sûr que les gens, moi, je vais faire tous les efforts pour qu'on apprenne à se connaître, qu'on soit une super équipe, etc., etc. Pourquoi les événements en équipe, the team bonding exercise, pourquoi ça marche? Parce que c'est les employés qui voient leur manager dans autre chose qu'un costard. Ils les voient en short, en train de courir, puis ils sont tombés, puis ils jouent pas si bien que ça au foot, et puis en fait, ils sont dans la même équipe, et puis ils gagnent ensemble, puis il y a plus de manager, puis il y a cette incroyable humanité qui passe. Et c'est là qu'on a l'impression d'être humain, finalement.
C'est pour ça que ces choses-là, elles marchent. Quand on est, si moi je devais être dans une situation où j'avais une équipe qui était à performance moyenne, ce que je dirais, c'est que, je ferais l'effort et moi je me mesurerais sur tout ce que je connais d'eux, la date d'anniversaire de leurs enfants, les prénoms de leurs enfants, s'ils vont à l'école, quel âge ils ont, leur mari, ce qu'il fait, etc., etc. Je ferai l'effort parce que ça compte de voir s'ils aiment bien un sport, ils ont une passion, peu importe. En fait, je ferai l'effort, mais aussi je m'ouvrirai à eux. En deuxième, ce que je ferai, c'est que je voudrais être sûr qu'ils savent que l'épanouissement, c'est le service aux autres. C'est le service aux autres. Et c'est donc d'identifier la personne ou le groupe de personnes qu'ils servent. À partir de là, je leur demanderai, je n'imposerai pas, je leur demanderai quelle est la meilleure unité de mesure, comment on garde le score. Parce que tout jeu, toute partie, que ce soit du sport, de jeu, n'importe quoi, il y a toujours un score. Et quand on ne garde pas le score, la société peut pas mesurer la performance, le manager peut pas mesurer la performance, et surtout, l'autre personne ne sait pas si elle progresse ou pas. L'autre personne ne sait pas vers quoi elle se dirige. L'autre personne n'est pas stimulée. Il n'y a pas ce challenge. Vous vous rappelez, on a dit que l'esprit humain, il est insatisfait par nature, donc il lui faut ce challenge. Et ça, c'est les 3 étapes. J'espère que ça fait du sens. Tu sais, il y a Seth Godin, qui est un super marketing guru, qui a écrit plein de choses. Je vais pas vous embêter avec ça, mais c'est un best-seller. C'est des best-sellers qu'il écrit. Ouais. Seth Godin, il dit que les faits sont irrelevant, peu importe les faits, en fait. Ne sont pas pertinents. Ce qui compte, ne sont pas pertinents, merci. Ce qui compte, c'est ce que ton client pense. Si ton équipe, elle pense pas qu'elle est dans un super job, que son job compte, qu'elle joue à un jeu où elle compte le score, qu'elle progresse, en fait, peu importe ce que tu fais, peu importe les faits. Et c'est souvent ça, ma discussion avec le manager, c'est on va se défendre. Tu rigoles, il y a une table de ping-pong, on leur donne ça, après je leur donne ça, des fois je leur donne des jours off, c'est même pas prévu, mais je leur donne... Non mais ça c'est des faits, c'est c'est ta vision de la réalité. Leur vision de la réalité, elle est que les 3 étapes dont je viens de parler, soit l'anonymat et ou le fait que c'est pas ce qu'ils font, c'est pas pertinent, ou le fait qu'ils savent pas pour qui c'est pertinent, et le fait qu'ils mesurent pas justement leur avancée, le score final. Ça, si on a ça, on peut pas avoir des gens motivés. On peut pas, c'est pas possible. Il faut absolument que ces 3 choses-là, elles s'imbriquent. Et ça, c'est vraiment, je sais pas si je l'ai dit, c'est vraiment un livre qui s'appelle The 3 Signs of a Miserable Job par Patrick Lencioni. Le premier, c'est Dan Pink. Qui est Drive. Drive, c'est la motivation, et qui est très bien, Autonomy, Mastery and Purpose. Mais les deux s'entrecroisent. Je sais pas si vous avez senti ça, mais les deux s'entrecroisent. Et puis le reste, c'est mon expérience aussi, parce que effectivement, j'ai lu pas mal de choses. Et après, il y a l'application. Mais il y a des choses qui marchent dans ces 2 livres-là. Je vous les recommande si vous avez envie de les lire. Ça marche, ces choses-là, les amis. Et donc, voilà, il faut qu'on arrive à se dire, mais c'est pas eux contre nous, c'est pas eux qui comprennent rien et nous qui comprenons, ou l'inverse. En fait, on est tous dans le même bateau, et à chaque fois qu'il y a des gens qui rament pas en même temps, qui savent pas qu'en fait, quand ils arrêtent de ramer, quand ils rament en contre-courant, à l'encontre des autres, ou qui rament pas aussi vite, etc., que ça impacte tout le monde. Que ça impacte tout le monde bien plus que ce qu'on croit. Eh bien, tant qu'il n'y a pas cette cohésion, si tu veux, on peut pas construire d'esprit d'équipe. On peut pas construire une culture d'équipe. Et ça, c'est le niveau supérieur. C'est le niveau supérieur après ça. Mais je vous promets que si vous faites ça, vous allez voir des incroyables. Rappelez-vous qui sont vos clients. Vos clients, c'est eux. C'est les membres de votre équipe. Et votre but à vous, c'est de faire en sorte qu'ils sont heureux. C'est ça, Customer Satisfaction. La satisfaction client, c'est ça. Sans eux, vous n'êtes pas manager. Sans eux, vous n'avez aucune chance de même commencer à espérer à jouer à un jeu où vous pourriez continuer à grimper, continuer à gagner plus d'argent. Sans eux, vous êtes rien. Ah oui, tout le monde est remplaçable, etc. J'entends bien, mais ça revient un peu sur la même chose. Si sans ces nouvelles personnes que vous avez
que vous avez maintenant recrutés au lieu de lancer l'équipe, bah, sans eux, vous êtes rien toujours. Vous dépendez d'eux. C'est donc eux, leurs clients. Le fait qu'ils aiment leur job, qu'ils ont un sens intrinsèque de motivation qui va au-delà de juste faire le job, que ça compte pour quelqu'un et que ça impacte les autres, ça change tout. Ça change tout, les amis. J'espère que ça vous a aidé. Est-ce qu'il y a des questions, Thierry? On n'a pas de questions. Il y a Emmanuel Hartmann qui répondait à ta question tout à l'heure quand tu disais est-ce que ça fait du sens? Oui, pour lui, ce que tu disais faisait du sens. Je vais en profiter encore pour faire un petit peu le genre. Je vous parle de mes expériences, mais certaines choses que tu as décrites sont appliquées d'une manière empirique par mon épouse avec son équipe, et ça m'a en fait permis de voir pourquoi elle réussit. Par exemple, elle s'intéresse aux membres de son équipe, de savoir qui ils sont, et elle en parle avec eux, pas juste voilà. Donc c'est vrai que c'est quelque chose d'important. Voilà. Je suis content que tu aies vu le lien, c'est bien. C'est bien, les amis, j'espère que ça vous a servi en tout cas. Est-ce qu'on avait autre chose? Non, on n'a pas d'autres questions, donc on va rendre l'antenne comme on dit classiquement tout de suite. On vous souhaite à tous une bonne semaine, on vous dit à la semaine prochaine et restez connectés sur notre chaîne YouTube et sur Facebook parce qu'on aura encore des trucs, on est en train de travailler sur des projets qui sont très intéressants et ce sera des projets avec vous. Donc à bientôt, à la semaine prochaine. À bientôt, bye bye. Merci Thierry. Thank you.